Bonjour. Je voudrais essayer de tous vous remercier, mais je ne sais pas exactement qui je dois remercier. Et parce que d'arriver ici ce matin, c'est un peu un microclimat pour l'architecture actuellement, où il fait bon venir s'y abriter. Donc c'est un climat chaleureux. On sent que ceux qui viennent sont habités par l'architecture, par ce qui la bouscule, mais ce qui la fait aussi vivre. Donc, merci pour cette invitation, merci à la Fondation, merci à l'énergie que tout le monde connaît, qui est absolument inoxydable de Pachimangado, et merci évidemment à l'intelligence, la finesse, l'éloquence et son écriture, que je ne sais pas exactement déchiffrer, mais dont tout le monde me dit qu'elle est merveilleuse, de notre ami Luis Fernandez Galiano. Merci à tous pour cette invitation. C'est un grand plaisir et une émotion de parler ce matin devant vous. Alors, la question de l'architecture, architectura necessaria. Est-ce, en français, si vous voulez, l'architecture nécessaire est peut-être un terme tel que je le comprends, pas suffisant ou insuffisant. Ça ne veut pas dire que c'est un terme négatif, mais c'est plutôt un terme qui n'enclenche pas un mouvement, une dynamique, une force. Et je pense que l'architecture nécessaire, c'est en fait l'architecture qui va au-delà de la nécessité. Et je voudrais vous présenter une série de projets très rapidement sur cette question. L'architecture nécessaire est une architecture qui ne peut pas être contestée, car elle a sa propre légitimité. Et donc, pour trouver sa propre légitimité, il faut qu'elle soit, je dirais, inscrite, acceptée, comprise par tous. Et pour moi, il y a 3 éléments que l'architecture nécessaire peut donner au-delà de la stricte nécessité fonctionnelle. C'est la transformation des paysages qui appartiennent à tous. Le paysage, c'est un bien commun. C'est aussi la question du patrimoine, c'est-à-dire l'embellissement du patrimoine, le partage du patrimoine et en fait la possibilité que tous utilisent et vivent cet héritage qui nous est offert par le patrimoine. Et là, l'architecture a une nécessité. Et le 3e élément, c'est la notion de l'espace public, qui est le lieu pour tous, qui est le lieu collectif, qui est le lieu de la citoyenneté, qui est le lieu de l'expression politique aussi. Et là, l'architecture doit aussi, au-delà de la stricte nécessité fonctionnelle, offrir donc cette dimension publique qui est nécessaire à la vie sociale de toutes les formes, je dirais, de regroupement humain. Donc je vais commencer par le premier thème. Comment l'architecture peut-elle transformer, ou plus exactement vivre dans une relation, si je puis dire, construite avec le paysage. Premier exemple, nous sommes ici en Corée, à Séoul. C'est un projet pour la transformation de l'université, qui est une université féminine qui s'appelle Iwa. Iwa, cela veut dire en coréen, fleur de poirier. Cette université est en fait une université très ancienne. Elle a été créée il y a exactement 128 ans, par une missionnaire américaine. Et cette université, petit à petit, s'est fondue, si je puis dire, dans la ville, car elle a perdu ses limites, elle a perdu ses murs, elle a perdu ses grilles. Elle est devenue un territoire qui est dissous dans l'ensemble du tissu de la ville.
Cette situation est une situation parfaitement contemporaine de la transformation dans les métropoles, de la transformation urbaine dans les métropoles, mais elle perd, ou tout au moins une de ses conséquences, c'est évidemment une perte de la spécificité, de l'identité, car il y a disparition, d'une certaine façon, du territoire particulier, du campus de cette université. Et donc, l'idée, c'était en fait de créer, à l'entrée de ce territoire universitaire, de recréer un paysage existant, un paysage d'origine, avec une topographie, avec des collines, et d'utiliser en fait la construction du paysage pour construire une architecture nécessaire. Et cette nécessité architecturale, par effet, si je puis dire, de générosité, offre en fait un paysage. Donc, le principe est un principe assez étrange peut-être pour l'histoire de l'architecture, mais qui me semble être un principe très contemporain, c'est-à-dire que l'architecture peut exister par son absence. C'est une notion qui est strictement contemporaine, qui ne renvoie en aucun cas à l'architecture classique, à l'histoire de l'architecture même, mais qui renvoie plutôt à la création des paysages, à une dimension géographique de l'architecture. Et pour cela, donc, on va utiliser cette épaisseur que moi j'appelle l'épiderme, cette espèce de surface entre la superstructure et l'infrastructure, pour y introduire une intensité, une densité aussi de fonctions et d'usages, puisque dans cette colline, comme vous le voyez ici rapidement sur les dessins, il y a une activité extrêmement diversifiée et une activité qui est, si je puis dire, comparable à celle du quartier urbain qui entoure l'université. Il y a aussi, on y reviendra, dans cette stratégie d'utiliser cette partie du sol, de creuser dans le sol, évidemment des dispositifs du point de vue du développement durable qui sont très performants. Ce ne sont pas des dispositifs très nouveaux. Tous les paysans de nos campagnes connaissent ces dispositifs. Ici, évidemment, on les utilise dans une dimension plus industrielle et on va donc, de par l'inertie des bâtiments, de par la profondeur des bâtiments, pouvoir réchauffer ou refroidir l'air de façon tout à fait naturelle et surtout absolument économique, puisque c'est gratuit. Alors pour cela, il faut plutôt s'inspirer des techniques du génie civil et il faut creuser des trous, des grands trous, des trous même immenses, car ici, vous voyez à peine la dimension des camions qui creusent ce trou. Et puis ensuite, on va construire ce trou. C'est-à-dire qu'on va introduire en fait une espèce de confusion que moi je trouve personnellement assez heureuse et même jubilatoire entre architecture et nature. Cette nature, on la construit. Elle n'est donc pas naturelle, elle est artificielle. Mais finalement, le résultat, le feeling, la perception de cette nature, c'est une nature naturelle. Et donc, on a en fait, petit à petit, un pouvoir qui est aussi une responsabilité, en tant qu'architecte, d'agir, de transformer ces paysages tout en les respectant et tout en préservant aussi un élément qui est très important pour la vie, c'est-à-dire le vide. C'est-à-dire que nous sommes capables de densifier la structure urbaine, nous sommes capables de densifier les paysages sans qu'il y ait une présence physique apparente d'un bâtiment. Et ce dispositif, si je puis dire,
cette stratégie est une stratégie qui me semble très intéressante. Elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule route, il y a un faisceau de routes. Mais c'est une route qui permet justement de transformer les villes en métropoles sans perdre la dimension de la richesse, si je puis dire, de nos villes européennes en particulier et de notre histoire. Autre élément, là nous sommes aussi en Corée, dans le sud de la Corée, et c'est une ville qui tourne ou dont l'activité est uniquement centrée sur les raffineries, la transformation du pétrole, etc. Et donc, cette ville appartient pratiquement au groupe pétrolier coréen qui s'appelle Caltex. Et le groupe pétrolier souhaite trouver un équilibre entre le développement industriel, qui est très violent et polluant, mais en même temps qui fait vivre des millions de personnes, et la protection du paysage. Et donc, nous avons imaginé, dans le prolongement un petit peu de ce travail lié au paysage et au relief, de construire un ensemble culturel, auditorium, musée, etc., incrusté dans la colline. Mais pas seulement comme un élément isolé, mais plutôt comme une étape le long d'une promenade qui va aller du haut de la colline jusqu'à une petite île qui se trouve déjà un petit peu à l'extérieur. Et vous voyez donc que l'on peut introduire dans le sol cet ensemble de salles de concert et profiter finalement de la partie en toiture, qui est toujours un endroit un petit peu inaccessible, qui va devenir un grand escalier, une série de plateformes, un ensemble de salles à ciel ouvert pour accueillir des œuvres et donc finalement offrir, en plus de la salle de concert, en plus des galeries intérieures, en plus de tout le dispositif culturel, je dirais, fonctionnel d'un ensemble musical, d'un bâtiment lié à la musique, d'offrir finalement une promenade architecturale, une promenade dans le paysage, et donc finalement de mettre en place un espace public partageable par tous. Même idée ici à Cordoba, où concours pour un musée au bord du Guadalquivir, avec donc un travail sur cet espace ici, un travail très délicat, puisque c'est un mouvement très doux entre couper par la diagonale un rectangle, qui est donc la forme du footprint du site, et puis de soulever une partie et de faire descendre, incruster une autre partie et de créer une simple ouverture très douce qui va permettre finalement de faire vivre 3 lieux ensemble. Un lieu au-dessus qui va devenir un amphithéâtre, un lieu d'exposition, un lieu belvédère sur le fleuve, un lieu intérieur qui sera le musée, et aussi sous la piazza, un lieu de stockage pour l'ensemble des œuvres. Donc par un simple mouvement, un peu comme le travail de l'artiste Fontana par exemple, qui par un geste violent mais unique et finalement extrêmement réduit, va créer une espèce de transformation, presque même de transfiguration d'une surface en un volume, en un lieu. Ici, c'est la même stratégie, offrir des lieux, des espaces publics qui ne sont pas strictement demandés dans la commande, dans le programme, dans l'énoncé fonctionnel de l'architecture.
Et donc, ce dispositif est évidemment quelque chose qui va nous amener petit à petit à transformer et aussi à faire vivre des géographies ou même revivre des géographies comme ici à Salerno, où nous sommes sur un site assez étonnant puisque c'est un ensemble de grandes carrières d'exploitation de pierres, donc qui laissent des blessures, des fractures et des cicatrices dans la montagne. Et là, nous avons donc imaginé de reconstruire un peu comme un champignon, d'une certaine façon, comme une forme plus ou moins végétale, un ensemble qui accueillerait des concerts, hôtels, un lieu d'événement, et à partir duquel on pourrait voir évidemment la baie de Naples, mais aussi reconstruire d'une certaine façon la topographie de la montagne et faire vivre ces espaces dans une relation aussi bien de paysage que d'architecture, si je puis dire, très présente et extrêmement marquée. Donc l'architecture a toujours cette ambivalence que je trouve passionnante, c'est-à-dire cette capacité à protéger l'homme sans le séparer de son environnement. C'est tout l'enjeu de l'architecture contemporaine, c'est-à-dire d'être soi-même dans un lieu intime tout en restant soi-même au milieu des autres, c'est-à-dire lié à un environnement, lié à des lieux et des espaces et une vie qui nous entoure. Donc l'utilisation permanente du dessous, du devant, du derrière, du dessus, c'est-à-dire il n'y a plus, comme dans les fondamentaux qui sont évoqués par exemple à Venise, cette espèce de catalogue qui permet à chacun d'avoir des repères. Il y a évidemment des repères, mais qui construisent en fait une substance qui est une substance exactement contextualisée par rapport à une géographie. Ici, à Toledo, plus émouvant, un travail sur le relief aussi, par rapport à un site archéologique que vous connaissez, avec une proposition de musée, en fait deux musées, un musée intérieur et un musée extérieur, un projet assez poétique, un peu triste aussi, évidemment, puisqu'on parle d'un site qui n'est plus vivant, mais il y a là une relation avec le paysage, avec le patrimoine et avec finalement une capacité à utiliser ces espaces très ouverts en les mettant en valeur, mais aussi en créant un prolongement de leur urbanité et finalement de leur présence patrimoniale. Berlin, rapidement, vélodrome et piscine olympique, c'est un projet pour moi très important, pas seulement du point de vue de l'architecture elle-même, mais surtout du point de vue de l'installation de cette architecture dans la ville. En effet, c'est un projet, une commande olympique, candidature de la ville de Berlin. Berlin, que vous savez, ville malheureusement très fameuse pour les Jeux olympiques de 1936, au moment du nazisme. Et donc, il y a là un écho extrêmement, si je puis dire, engagé sur la disparition de l'architecture en tant qu'objet que le pouvoir s'approprie pour développer son autorité. C'est donc, en fait, un projet sur cette disparition de l'architecture, non pas son absence, mais c'est la mise en place d'un verger avec des pommiers, verger qui n'a pas de clôture, qui n'a pas de limite et qui va, de par son organisation, créer des liens entre les transports en commun, les quartiers autour, et qui va petit à petit permettre de conduire vers des grands halls incrustés dans le sol, dans lesquels une vie événementielle va pouvoir se développer. En fait, cette architecture, on la perçoit, on la vit plus de l'intérieur
comme un bâtiment, comme un objet construit, alors qu'à l'extérieur, elle a pratiquement complètement disparu. Elle est prise dans un système qui la dépasse et qui lui donne tout son sens, c'est-à-dire le sens de la création d'un lieu public et d'un lieu ouvert et d'un lieu de partage. Autre expérience, elle aussi très radicale, cette fois-ci verticalement, projet à Saint-Jacques-de-Compostelle, projet gagné par notre ami américain et qui est dans un travail de construction d'une colline, ou tout au moins le sommet d'une colline. Moi, j'ai eu une réaction assez, un peu critique par rapport au choix du lieu pour installer cette cité de la culture à Santiago de Compostelle, car lorsqu'on voit cette image, on voit la ville historique, la fameuse cathédrale, et puis on se trouve ici en dehors, finalement pas très loin, mais trop loin du cœur de la ville pour y installer un très grand ensemble culturel. Et mon sentiment et le concept, c'est de dire l'architecture ne sera pas toute seule et assez forte pour créer finalement une relation entre elle et la ville historique. Donc, utilisons cette colline et introduisons à l'intérieur de cette colline un grand volume, un grand prisme de verre avec des miroirs et des écrans qui va conduire la lumière naturelle au cœur de la colline et qui va créer, en fait, d'une certaine façon, une dématérialisation de l'architecture, car on va penser entrer dans une grotte et on va découvrir finalement le ciel qui va se prolonger par les miroirs, la lumière naturelle qui sera de grande intensité par l'adjonction d'images, d'écrans avec une retranscription, si je puis dire, du paysage extérieur, et donc une espèce de lieu qui est extrêmement protecteur, car il est sous terre, c'est la caverne originelle, c'est la grotte originelle, c'est le lieu presque psychanalytique d'où nous venons, c'est l'origine du corps, d'une certaine façon, du physique, et pourtant nous sommes dans un lieu qui est entièrement dématérialisé et dont la perception est exactement inverse de celle que l'on pouvait imaginer en y entrant. Création du paysage, transformation du paysage, mais aussi, évidemment, un des thèmes qui est pour nous extrêmement important, particulièrement en Europe, mais autour du monde, de plus en plus, dans tous les pays, la protection du patrimoine, la protection d'un patrimoine qui est très cher à entretenir et qu'il faut faire vivre, et pour qui la nécessité de transformation est absolument réelle. Le patrimoine, c'est l'héritage de tous, et je vais commencer par, évidemment, un élément du patrimoine français, Versailles. Versailles, c'est 7 millions de visiteurs par an. C'est donc un patrimoine qui est très utilisé, qui est un patrimoine qui a besoin d'être en permanence entretenu et qui doit aussi offrir à ses visiteurs du monde entier un accueil et des conditions de visite tout à fait agréables et confortables. Il y a donc un projet que nous sommes en train de développer concernant une des ailes du château de Versailles pour accueillir ces visiteurs. Cette aile, on la voit ici, elle est composée d'un pavillon qui a été construit au XVIIIe siècle par Dufour, l'architecte Dufour, qui est une copie du pavillon Gabriel qui se trouve sur l'autre aile. Et puis, nous avons ce que l'on appelle la vieille aile, qui, elle, est du XVIIe siècle. On voit très bien le projet, petit à petit, l'idée, au XVIIIe siècle, c'était
de détruire la vieille aile et de poursuivre le bâtiment du XVIIIe siècle afin qu'il y ait une symétrie parfaite de part et d'autre de la cour royale. L'idée ici, c'est de faire vivre ensemble ces éléments de patrimoine sans avoir d'opinion stylistique, c'est-à-dire ne pas considérer que l'architecture XVIIe n'est peut-être pas aussi intéressante que l'architecture XVIIIe, etc., et entrer dans des discussions culturellement et scientifiquement très intéressantes, mais qui n'apportent pas vraiment de réponse du point de vue de la transformation physique de ce patrimoine. L'idée est en fait d'utiliser cet entre-deux, cet espace laissé par l'histoire, pour y introduire un escalier, et un escalier qui va permettre de créer un sous-sol sous ce bâtiment du XVIIe siècle, qui est un bâtiment à l'origine qui étaient les anciennes écuries du château, et donc c'est un bâtiment qui est posé sur le sol. Et donc nous avons eu l'idée de créer ce sous-sol de façon à ce que ce sous-sol soit en fait la sortie du circuit des visites du château. Donc le visiteur va accéder par ici, en face, frontalement, par le pavillon 18e. Il va faire sa visite et ressortir par cet escalier créé ici, avec, vous verrez, un système pour introduire la lumière naturelle dans la partie basse du bâtiment. Et puis, ensuite, il pourra aller soit ici, par ces arcades vers les jardins de Versailles, soit de l'autre côté, vers la ville de Versailles. Et donc, c'est un travail qui est typiquement un travail d'architecture. Un escalier, il n'y a pas plus architectural comme élément fondamental de l'architecture que l'escalier. Il y a la fenêtre, il y a la porte, mais l'escalier est l'élément qui va faire vivre ensemble les lieux architecturaux. Donc, la mise en place d'un escalier, la découverte dans la cour d'anciennes citernes qui alimentaient les cuisines du roi, qui vont être réhabilitées, et là aussi un travail pour fonder, pour creuser, pour installer en fait ce dispositif qui va permettre de redonner, ou même tout simplement d'une certaine façon de donner, de créer des racines pour ce pavillon, racines qui vont organiser en fait ce réseau, ce circuit de visite, et qui vont sans toucher ni au patrimoine du XVIIIe siècle, ni à celui du XVIIe siècle, qui va permettre finalement de créer une situation parfaitement contemporaine avec des éléments qui ont chacun leur propre intégrité historique, leur propre logique constructive, mais qui vont évidemment ensemble mettre en place un nouveau système patrimonial dans cette partie du château de Versailles. Autre exemple, plus modeste, car le bâtiment n'est pas un bâtiment exceptionnel, mais la question qui est posée est très intéressante, c'est la transformation d'une grande maison bourgeoise dans l'ouest de Paris, qui est un petit château au milieu d'un parc. Et l'idée, c'est que ce petit château devienne un centre de conférence. Et donc, évidemment, cette maison va perdre sa fonction d'habitat, mais va être transformée donc, en lieu d'accueil pour des petits congrès. Et là, l'idée, c'est une idée qui est en fait d'utiliser la présence de ce bâtiment, d'utiliser sa position dans le parc pour le mettre en situation, le mettre en scène et lui redonner une nouvelle vie, une nouvelle présence, une nouvelle perception. Ici, l'architecture, le projet contemporain, est un projet de révélation de l'architecture existante. À l'époque, il y a quelques années de cela,
peut-être au moins 20, peut-être même un peu plus. C'était un concours avec 3 architectes, Christian de Portzamparc, Jean Nouvel et Dominique Perrault. Les 3 réponses sont assez caricaturales et assez justes finalement, un peu comme des clichés. Christian de Portzamparc a construit à côté de cette maison une autre maison un peu suivant le plan de Louis Kahn, de la maison de Louis Kahn, avec un carré et la rotation du carré. Jean Nouvel a construit au fond du parc un petit bâtiment qui est une copie assez maladroite, mais quand même, du pavillon Miss de Barcelone. Et Dominique Perrault a construit en fait ce disque de verre qui est un acte d'architecture géographique, si je puis dire. Donc c'est assez intéressant parce que finalement ces 3 architectes sont toujours aujourd'hui assez cohérents avec leur premier projet et c'est plutôt rassurant et même assez sympathique par rapport donc à ces différentes sensibilités. Projet à Nantes qui est aussi un projet de lien entre des éléments patrimoniaux, différents bâtiments du musée d'Aubray, un bâtiment du XIXe siècle que vous voyez ici, au milieu d'un jardin, un bâtiment du XVe siècle qui est un ancien manoir, et puis un bâtiment des années 70. L'idée est en fait de lier ces différents bâtiments par le sous-sol. Voilà le bâtiment du XVe siècle, XIXe, et puis ici, à droite, on ne le voit pas, le bâtiment des années 1970. Voilà finalement l'analyse du programme du concours. Le site, en haut, avec les 3 bâtiments, XXe siècle, XVe siècle, XIXe siècle. Le programme du concours est la localisation imaginée par la ville de Nantes, qui est le client de ce musée. C'est un musée d'archéologie. Et la proposition que nous avons faite, qui est une proposition de créer justement cette couche inférieure et qui va permettre de modifier la qualité de l'accueil du public, de créer des espaces d'exposition temporaire et de relier les 3 bâtiments entre eux. C'est en fait, là aussi, on le voit, un travail sur l'espace public. C'est l'entrée d'origine qui est augmentée en hauteur, qui permet d'accéder directement à l'intérieur, d'avoir cette relation avec le jardin extérieur, pouvoir passer du musée ici à la bibliothèque par la salle des expositions temporaires, et donc finalement de créer là aussi une mise en valeur du patrimoine, une protection de l'environnement et une intervention qui est très forte en termes d'usage, en termes de fonction, mais qui est en fait très faible en termes de perception. Autre projet en relation également avec le patrimoine, cette mise en valeur du musée de Liège, donc en Belgique. Voilà le site existant et voilà le projet qui cherche à trouver des relations beaucoup plus organiques et poétiques et je dirais amoureuses d'une certaine façon avec l'environnement, avec l'eau, avec la partie végétale. Un projet qui crée des terrasses, qui utilise d'une certaine façon tous les dispositifs de l'architecture des jardins pour en faire une architecture de bâtiment. Donc une grande surface où on retrouve différents dispositifs de reflets, de filtration de la lumière, d'extension des bâtiments existants, de relation avec le vide, avec les perspectives, avec l'extérieur. Donc un lieu que l'on découvre et surtout des lieux qui changent en permanence en fonction des saisons, en fonction de la lumière, en fonction de leur vie personnelle, si je puis dire, entre le jour, la nuit, l'accueil d'événements, la célébration de diverses activités ou fonctions, mais aussi la présence dans un morceau, si je puis dire, paysager, naturel de la ville. Dernier thème, l'espace public. L'architecture, pour moi,
est un élément de production de l'espace public. Je trouve que, et vous verrez, les 3-4 projets qui sont présentés ici sont des projets qui sont liés à des financements publics. Ce sont des projets qui sont payés par les impôts des citoyens. Ce sont des projets qui, d'une certaine façon, sont financés par le peuple et qui sont, d'une autre façon, soustraits du peuple. Puisque, par exemple, il est difficile de profiter d'une université qui est construite. Il est difficile de profiter d'un théâtre qui est construit, d'une bibliothèque, d'un stade. Tous ces bâtiments publics sont des bâtiments fermés. Ce sont des bâtiments qui sont retirés, d'une certaine façon, du tissu de l'espace public des villes et des métropoles. Je vous montre ce projet parce qu'il date, vous voyez, des années 1985, il y a 30 ans. C'est un projet pour l'Université du paysage et de la botanique dans la ville d'Angers. C'est un projet que j'ai fait donc il y a longtemps avec l'idée de créer en fait une place qui serait une surface que l'on pourrait traverser et qui serait habitée en dessous, évidemment par des amphithéâtres, par des salles de cours, par toutes les fonctions de cette école, mais qui gérerait une relation presque, je dirais, d'apesanteur entre la structure architecturale et le paysage comme étant un élément qui va petit à petit prendre le dessus par rapport à l'architecture elle-même. L'apparition des arbres, l'eau, les jeux de la topographie, etc. Donc il y a longtemps que cette notion d'espace public, pour moi, est un des éléments qui légitime parfaitement la nécessité de l'architecture. L'architecture trouve sa nécessité lorsqu'elle propose, comme je le disais tout à l'heure, plus que la fonction qui lui est demandée. Elle ne peut pas se réduire à la stricte fonction fonctionnelle. L'architecture qui permet de vivre ensemble est une architecture qui utilise en fait tous les éléments du partage de la vie, c'est-à-dire qu'elle va en fait être dans une relation qui est une relation moins stricte, moins organisée que la ville du XIXe siècle. Elle va être beaucoup plus dans une relation de fusion, d'interdépendance, de transformation, d'inachevé, une architecture qui en fait est beaucoup plus poreuse et d'une certaine façon beaucoup plus humaine. La Bibliothèque de Paris, c'est cela, c'est-à-dire un investissement de l'État, l'investissement d'un pays, investissement important, tant du point de vue scientifique que du point de vue économique. C'est la construction d'un vide au milieu d'un vide. C'est une idée absurde qui, aujourd'hui, est totalement compréhensible. C'est vrai qu'il y a plus de 20 ans maintenant, lorsque j'ai fait cette proposition de construire ce grand vide au milieu d'une friche industrielle, d'un brownfield, qui était finalement un des espaces de la transformation de l'Est de Paris, cette proposition pouvait paraître extrêmement, comment dirais-je, pas absurde, mais provocatrice. Le projet de Rem Koolhaas pour ce même concours est exactement l'opposé. Il est tout à fait cohérent dans cette opposition, car il a proposé un volume d'une centaine de mètres, un cube d'une centaine de mètres de côté, d'une hyper-densité, pour créer justement une masse critique à partir de laquelle le quartier pouvait se développer. La question qui était posée, c'était plus une question de pouvoir vivre avec un monstre comme cette bibliothèque. Car cette bibliothèque, ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est un énorme bâtiment. Cette bibliothèque, c'est 3 fois le centre Georges Pompidou mis côte à côte.
C'est donc un bâtiment qui va étouffer le quartier, qui, de par sa dimension, de par son volume, de par sa fonction, n'est pas un bâtiment générateur d'urbanité. Et donc, l'idée de faire disparaître ce bâtiment, de l'incruster dans le sol, de retrouver une relation d'extérieur, entre la bibliothèque, qui est un lieu intérieur, d'intériorité, et la ville, c'est donc de créer cette grande place publique, c'est de construire un jardin comme on a construit les bâtiments, avec des grues, avec des camions, et de planter des arbres qui ont déjà 25, 30 ans, voire même plus pour certains, des arbres qui vont mettre en œuvre, en fait, cette nature. Aujourd'hui, il m'arrive, de plus en plus fréquemment d'ailleurs, ce qui est un peu inquiétant peut-être, je ne sais pas, de croiser des gens qui me disent « Merci, monsieur l'architecte, d'avoir protégé le jardin qui se trouve au cœur de la bibliothèque. » C'est pour vous dire que la question de la nature est une question qui est vraiment extrêmement liée à notre psychologie et, je dirais même, à notre nature humaine, cette fois-ci. Et donc, la question de construire la nature avec l'architecture, la question de ne pas séparer la nature et l'architecture, de ne considérer que le vide n'est pas un lieu maudit, que le vide est plutôt un matériau qui nous permet de développer la ville, qui nous permet de vivre ensemble, qui nous permet d'investir l'espace public, pour moi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui un des fondamentaux de la substance de l'architecture contemporaine, dont la vocation est de transformer la ville en métropole, c'est-à-dire de passer d'une structure urbaine qui a été fécondée durant des siècles par l'histoire à une structure urbaine qui est en train d'être fécondée par la géographie, par des notions de contexte et de relations de proximité avec des lieux, pas seulement avec les hommes, car les hommes aujourd'hui se lient entre eux par des moyens qui sont beaucoup plus immatériaux. Naples, pour en finir, 2 exemples de la transformation de la ville en métropole. Naples, c'est évidemment une hyper-densité urbaine avec une partie à l'est, là où se trouve la gare et la Piazza Garibaldi, un développement futur pour la transformation de Naples en métropole. Donc on a vers le Grand Naples, on pourrait le dire, puisque ensuite je vais conclure par le Grand Paris. Nous avons là un espace public extraordinaire, presque 200 mètres de largeur, 450 mètres de longueur. Cet espace public, en fait, est né par la disparition de la gare de chemin de fer du XIXe siècle qui se trouvait au milieu de la place. Le mouvement moderne l'a rasé et a été construit la nouvelle gare qui se trouve ici avec une structure de l'architecte Nervi, l'architecte-ingénieur Nervi, qui se trouve en fait comme la base du nouveau développement de l'infrastructure. Cette place est un lieu qui est évidemment un lieu majeur dans l'organisation urbaine de la ville de Naples, mais c'est un lieu autour duquel gravitent 5 gares. La gare à grande vitesse, la gare nationale, la gare régionale, qui fait le tour de la merveilleuse baie de Naples, mais aussi une gare de RER, si je puis dire, qui relie Naples avec d'autres villes à l'extérieur, et la 5e, qui est la gare de métro. Et nous travaillons sur cette gare de métro avec comme perspective, évidemment, de mettre en place cette gare à 50 mètres de profondeur, mais aussi par l'excuse que nous offre ce travail d'infrastructure de transformer la surface de la Piazza Garibaldi pour la réintégrer dans un fonctionnement urbain et social acceptable. C'est un espace extrêmement dangereux, c'est un espace où il y a des batailles
entre les différents clans, pas seulement italiens de la Camorra, mais aussi les Asiatiques, mais aussi l'Afrique, pour le trafic de drogue, le trafic des armes, etc. Il y a actuellement, de moins en moins, car le projet commence à faire son effet, une centaine de meurtres par an sur cette place, liés à la criminalité de la drogue, trafic de drogue et trafic d'armes. Là aussi, l'idée, c'est de trouver des relations ouvertes, aérées, lumineuses, voilà un bon terme, entre l'espace public du sol de la ville et cet espace public du dessous des villes, en creusant, en liant, en organisant, là également la présence d'une nature que vous voyez ici, avec ces grands arbres qui vont créer de l'ombre et qui vont conduire petit à petit vers les 50 mètres de profondeur, avec une mise en scène de ce mouvement et de cette intensité et de cette dynamique que les transports en commun nous offrent, non pas comme une punition, comme une fatigue, car ce sont des lieux que l'on n'utilise pas forcément que pour le plaisir, évidemment, mais ce sont des lieux qui, petit à petit, commencent à ne plus être seulement monofonctionnels, mais petit à petit, on commence à y introduire de nouvelles fonctions. Et je finirai avec ce projet, ici à Paris. C'est une des gares du Grand Paris. Vous savez que le projet du Grand Paris se développe aujourd'hui, je dirais, plus politiquement, puisque la loi est passée, une loi a été votée pour créer une communauté urbaine qui va regrouper 6 millions d'habitants, donc Paris et les départements autour de Paris, donc un nouveau territoire qui sera politique, juridique, économique, et évidemment, en parallèle, se développent des grands projets d'infrastructure, dont ce métro, et nous avons gagné un des concours pour une gare de ce métro ici à Villejuif, donc dans la partie sud du Grand Paris, avec une gare qui est aussi une gare de grande profondeur, qui se trouve au pied d'un des centres de recherche les plus importants en Europe sur le cancer. Et ce dessin que vous voyez est presque un dessin idyllique. Je ne sais pas si nous y arriverons, car il faut comprendre en regardant cette image que nous cherchons à créer un espace public partagé. Ce qui paraît évident, ce qui paraît très simple à énoncer, mais en fait, les propriétaires de cet espace public, aujourd'hui, ce sont la ville de Villejuif, le département, la région, l'État avec l'hôpital, des propriétaires privés, des bailleurs sociaux. Également, il y a un parc qui est sur ce site. Il y a un fort, une des fortifications de Paris, qui fait partie du patrimoine. Et donc, ce que vous voyez ici sur cette image, c'est pratiquement impossible à réaliser. Et donc, l'objectif, l'ambition, la volonté du Grand Paris, c'est d'arriver à ce que l'ensemble de ces propriétaires fonciers qui construisent la ville, et c'est avec eux que la ville se fabrique, donc des propriétaires qui sont élus, des propriétaires qui sont issus de la démocratie directe. Ces propriétaires, en fait, n'arrivent pas aujourd'hui à rendre aux citoyens les espaces dont ils ont la charge. Et donc, l'idée, c'est effectivement de mettre en place un espace public partagé entre les piétons, les bus, les taxis, les commerces, l'université qui accompagne le centre de recherche sur le cancer, l'hôpital, etc., etc. Et donc de réintroduire dans cette gare, sur les premiers étages, des fonctions que l'on trouve de façon presque naturelle, immédiate, dans la ville. Avec un travail, là aussi, sur la grande profondeur, puisque nous descendons à peu près 55 mètres de profondeur, avec le croisement
de 2 lignes de métro. Et donc, ce que nous avons imaginé, c'est en fait une gare qui soit un peu comme une halle de marché et qui va permettre de gérer d'une certaine façon l'ensemble des perspectives, des directions, des flux, des mouvements de ce lieu central dans l'organisation de cette partie de la ville de Villejuif et des communes autour. Et donc, nous avons imaginé en fait un lieu qui soit un lieu avec deux ou trois strates, une strate très urbaine, en partie haute, à l'extérieur, mais aussi dans les premiers étages, qui vont être reliés directement à l'hôpital. On pourra avoir ici un hôpital de jour, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de sortir de la gare pour aller dans l'hôpital pour se faire soigner. Il y a aussi des lieux de coworking, des lieux de partage pour les étudiants. Il y aura aussi évidemment du commerce, etc., etc. Et puis en descendant un petit peu plus bas, directement, là, nous allons passer vers la gare elle-même, et l'on va utiliser en fait ces infrastructures de tunnels comme des plateformes afin d'en profiter et d'avoir cette lumière naturelle qui va pénétrer très profondément et qui va en fait créer un lieu à l'air naturel, abrité de la pluie par une structure translucide, certainement des éléments gonflés, on va voir. Donc on travaille sur quelque chose d'assez léger, un peu comme un nuage, et la perception donc de la lumière naturelle, bien évidemment, et de l'air naturel. Donc un lieu qui soit un lieu de prolongement de la ville, qui ne soit pas un lieu d'exclusion de cette ville, qui soit en fait la mise en place petit à petit de ce que le XIXe siècle avait admirablement réussi, c'est-à-dire la relation parfaite de l'ingénierie technique du dessous des villes, l'électricité, le métro, le gaz, les ordures, etc., c'est-à-dire un dessous des villes qui était en harmonie parfaite avec le dessus des villes, les rues, les places, les avenues, les logements, les espaces publics, les bâtiments publics, c'est-à-dire une ville dont l'harmonie est toujours présente, ou tout au moins recherchée, et que la transformation de la ville en métropole ou tout au moins nous allons chercher à y participer, afin de retrouver justement, avec des objectifs de protection, de durabilité, de transport en souterrain par exemple, de stockage en souterrain, de diminution de cet échange permanent entre l'extérieur et l'intérieur de la ville, qui fatigue la ville, qui fatigue les hommes qui vivent dans la ville, donc de retrouver et de mettre en place cette proximité que l'architecture nous permet lorsqu'elle devient urbaine et paysage. Merci.